Muchísimas gracias, Julie, por la extensa charla, y digo extensa en positivo, porque imagino, y permitidme hacer una comparación gastronómica, hay mucho que digerir, y sé que en estas charlas que son intensamente, que cuestionan, ¿no?, ciertos paradigmas, ¿no?, y que se plantean la profesión de una manera pues, tan profunda, es difícil a lo mejor hacer una pregunta así directamente. Pero, no obstante, aunque espero que se lleven muchas de las ideas de aquí, ¿no?, de cómo, del objetivo, ¿no?, al final de la charla de Julie, que es meter esa idea de justicia social abierta en la profesión o en la conceptualización de la interpretación, pues que más allá de eso, que les invito a hacer alguna pregunta o comentario. Perdón, que se me ha olvidado una cosa. El micrófono inalámbrico no está conectado con las cabinas, de manera que, como estamos en familia, no hay ningún problema en que ustedes vengan a hacer la pregunta aquí a este micrófono, ¿vale? Porque si no, el inalámbrico funciona, pero no se oye desde las cabinas, ¿vale? Bueno, yo quería decir que... Mariela, tienes que preguntarle. Sí, es que si no, no van a oír desde allí. Pero están practicando también hacia... Pero si no oyen lo que... ¿Pero tienen que interpretar? No, pero si no van a entender lo que tú respondes. Vale, claro. Sí, yo quería decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, que realmente la conferencia de Julie pues, ha planteado muchas preguntas y también ha abierto muchos caminos, muchas posibilidades, ¿no?, de pensar en los distintos niveles a los que te has referido. Entonces, claro, sería como imposible plantearlos todos ahora, ¿no? Pero cuando tú has dicho, en una de las reflexiones que has dicho, que efectivamente, pues cuando surgen espacios que permiten a los profesionales tener agencia, como hay otros intereses que salen a la luz. Entonces, no solamente los profesionales, sino otros más altruistas. Es cierto desde mi perspectiva, y por lo poco que yo he podido relacionarme con asociaciones o situaciones de interpretación donde ha habido pues intérpretes que, como tú dices, no eran intérpretes, pero que se han formado un poco pues a base de intervenir y de ayudar, ¿no?, porque conocían las lenguas, cómo esa parte no altruista de la profesión ha salido a la luz de manera muy visible, y cómo, pues, por ejemplo, predominaba más el poder llegar a transmitir el mensaje con todo tipo de errores, incluidos los lingüísticos, que, por ejemplo, los normativos de la profesión, y cómo intervenían y cómo eran persuasivos. Entonces, cómo efectivamente ahí era solamente esta reflexión. Claro, entonces la reflexión sobre la calidad en interpretación, cualquier profesor de interpretación o cualquier teórico de la interpretación en esos debates diría: bueno, pero la calidad era mala, ¿no? La calidad, seguro que hubieran dicho una descalificación de la interpretación, porque no se estaba sujeta a unas normas pues de imparcialidad, de corrección lingüística excepcional. Entonces, era solamente esa reflexión que me ha venido a falta de poder entrar en detalle, que me gustaría sobre otros muchos aspectos. Muchas gracias. Merci Mariela. Oui, merci beaucoup Mariela. Effectivement, il y aurait plein de choses à dire. Et je suis tout à fait d'accord sur ce jugement de la qualité. La qualité, en fait, se juge toujours en contexte. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que dans les mouvements sociaux se développe une vision
plus nuancée en fait de la qualité. Alors ça ne veut pas forcément dire que on ne donne pas d'importance à la précision et qu'il faut éviter les erreurs, bien entendu. Notamment parce qu'il y a beaucoup de professionnels en fait qui s'impliquent et qui du coup n'ont pas trop envie de voir qu'on représente la profession de manière négative finalement. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que cette exigence de précision, cette prise de conscience de la nécessité d'être précis et d'être exact, elle est aussi accompagnée d'une remise en question des dogmes de la qualité et qu'on ne peut pas en fait juger la qualité d'une interprétation de façon universelle. On doit comprendre le contexte, on doit comprendre d'où vient l'interprète. Si on apprend que l'interprète en question a eu une formation et que en fait il s'est simplement pas préparé ou qu'il estime que de toute façon c'est du bénévolat, on s'en fiche, là ça pose un énorme problème éthique justement. Alors que si on découvre que c'est un réseau, c'est ce qui s'est passé au début, quand Babel, en 2002, a organisé l'interprétation bénévole au Forum social européen de Florence, tout s'est fait à l'arrache, comme on dit. Les plannings d'interprétation pendaient sur des fils à linge, les gens dormaient dans des sacs de couchage, il n'y avait pas de chauffage. Enfin, les interprètes étaient dans des conditions pas possibles. Il y avait des interprètes de l'université de Grenade, d'ailleurs, qui sont allés faire du bénévolat. Donc, il y avait une formation, mais qui était jeune, donc qui démarrait à peine, donc avec beaucoup de choses à apprendre et des possibilités d'erreur aussi. Où ils étaient ravis de voir qu'ils s'en sortaient super bien, du coup, parce qu'ils avaient aussi affaire à des militants qui, de naissance, avaient par exemple de langues, ou simplement, en militant, ils avaient appris les langues, ils avaient fait un camp en Amérique latine pendant 1 an ou 2 pour aider certaines associations, par exemple, et qui se sont retrouvés dans une cabine et qui n'avaient jamais fait de simultané. Donc, bien entendu, on va se retrouver avec un niveau de qualité très hétérogène. Et ce qui est intéressant, c'est justement de se dire, on va juger la qualité en fonction de la trajectoire de l'interprète, en fonction du contexte, du son, parce que je n'étais pas à Florence, mais je sais que dans certaines sessions, ce qui était compliqué, c'était aussi la qualité du matériel audiovisuel, l'absence de techniciens. Voilà, il y a tous ces aspects logistiques qui font que la qualité ne peut pas reposer seulement sur les épaules de l'interprète. Et ça fonctionne dans la profession comme dans le bénévolat, en fait. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Siempre digo que aprovechen el tiempo, si han venido para aprovechar y aprender, no se queden sin decir, ay, me hubiera gustado preguntarle esto, me quedo con las ganas, no se queden con las ganas. Bonjour Julie, durante toda la conferencia un concepto clave ha sido la interpretación en un contexto de activismo y me preguntaba si hay algunos requisitos que tiene que cumplir el intérprete para realizar este tipo de interpretación que deben de ser, digamos, innatos, que tienen que ser parte del intérprete para poder realizar este tipo de actividades sin tener demasiadas cuestiones éticas, aunque siempre la hay, o si hay algunas cosas que se pueden aprender con el tiempo y que poco a poco pueden hacer que este intérprete pues tenga esta excelencia para realizar este tipo de interpretación en un contexto de activismo. Okay. Merci beaucoup Lola, c'est bien, c'est courageux de ta part d'être venue jusqu'ici parce que c'est vrai que je mords, vous avez vu pendant 1 semaine à quel point vous avez été soumis à mon intransigeance. Très bonne question, effectivement, et c'est une question qu'on s'est posée avec Ressus à l'époque quand on a travaillé sur les DVD didactiques pour les interprètes de Babel, parce que donc on a vu, c'est intéressant parce que les questions se recoupent. On a vu que la qualité elle était loin d'être parfaite et que c'était utilisé pour attaquer le réseau. Et pour nous, c'était tellement important en fait que ce réseau puisse continuer d'exister parce qu'on savait que la profession ne pourrait jamais fournir suffisamment d'interprètes dans les langues nécessaires,
qui ait envie de faire du bénévolat, c'était juste impossible. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité, puisque la qualité c'est important, c'est le droit à la communication dans le mouvement de la justice sociale qui est en jeu. Et bon, Jesus avait déjà énormément travaillé dans sa pédagogie, dans le cadre de sa thèse, dans le développement d'une base de données avec des discours qui sont socialement orientés vers les espaces alternatifs comme le Forum social mondial. Donc on avait déjà en fait un super matériel. Il suffisait en fait de l'adapter pour Babels. Donc du coup on prenait que ceux qui venaient des forums et des choses comme ça, on leur passait pas les trucs de la Commission européenne bien sûr. Et donc pour revenir à ta question, quand on a écrit le guide pour l'usage de ces DVD, je me souviens, on avait vraiment 2 profils en tête. On avait le profil de l'interprète qui sort de l'école ou alors qui est professionnel, mais qui n'a pas forcément été sensibilisé à ce genre de discours. Et on avait aussi le profil militant, celui qui vit en fait en permanence dans ce type de discours et qui du coup a complètement intériorisé les différents acteurs, la terminologie, parce qu'on l'a vu quand on a travaillé sur la souveraineté alimentaire pendant une semaine, c'est pas qu'une question de sigles et de termes, c'est une question de concept et de c'est qui les bons, c'est qui les mauvais, quelles sont les alternatives, quelle est l'histoire, la généalogie du mouvement, et tout ça, les interprètes militants, très souvent, ils n'ont pas le bagage technique, c'est-à-dire la simultanéité des tâches, personne ne les a formés à ça. Alors, ils peuvent peut-être être des interprètes nés, naturels, comme disait Brian Harris, mais l'interprète naturel a besoin aussi de technique, bien entendu, et c'est pour ça qu'il y a des formations. Donc, je pense que oui, les interprètes qui ont une formation, mais vous l'avez eu ici, c'est pas le cas de tout le monde en fait. Il y a beaucoup de masters et de programmes de formation qui ne forment que pour le marché du travail. Et ça, c'est un grand problème. Non seulement pour les mouvements sociaux qui, du coup, se trouvent un petit peu à la traîne, se retrouvent complètement délaissés par notre profession qui devrait servir la société et pas que le marché, mais aussi, en fait, pour ces gouvernements alternatifs, pour ces groupes alternatifs qui finissent par arriver au pouvoir. On le voit dans certains pays où il y a eu un renversement de la donne et que c'est des mouvements sociaux qui ont porté des représentants politiques au pouvoir. Donc les interprètes, là, ils font comment ? Alors, un interprète qui est formé, qui travaille depuis 20 ou 30 ans, bien sûr qu'il va savoir quand même s'adapter. Mais il y a quand même dans cette formation et cet exercice professionnel, sans cesse dans le discours dominant, une problématique qui fait qu'on sera toujours plus faible quand c'est des discours avec lesquels on n'est pas familiarisé. Donc c'est un peu là-dessus qu'on a voulu insister quand on a travaillé sur la formation ad hoc, en fait, la formation informelle au sein de Babel. Gracias Lola por la pregunta y por la respuesta, por supuesto. Julie, ¿más preguntas? Tenemos por lo menos, yo creo que podemos tener 5 minutos más sin problema. Bueno, mientras alguien se piensa algo, yo tengo que aprovechar que está Julie aquí para también hacer alguna pregunta, claro que estoy encantado. A mí, Julie, tu charla me ha hecho pensar en el aspecto institucional de la formación en interpretación. Y es que hay paradigmas en las combinaciones lingüísticas que ahora mismo pues siguen sin cuestionarse, ¿no? Evidentemente, pues admitimos, ¿no?, que en la formación en interpretación de conferencias, no solo en Granada, sino en otras facultades, universidades españolas y europeas, se forma en las lenguas, digamos, de las instituciones o del mercado, ¿no? La lógica del mercado no se cuestiona, ¿no? Tú formas generalmente en inglés, francés, alemán, castellano, pues, según si estás en Italia, en italiano, y si estás en Holanda, en holandés también, ¿no? Pero no se cuestiona. Pero
cuando entramos en otro tipo de formación como interpretación social, donde ha habido algunos másteres, y los hay, ¿no? O asignaturas optativas. Para mí lo curioso es que la lógica del mercado se sigue imponiendo, cuando la realidad de la interpretación social no está en esas lenguas, ¿no? Por ejemplo, se sabe que los intérpretes sociales más demandados en España, pues, por realidades sociales, pues eso, rumano, por ejemplo, búlgaro, en el Reino Unido no hay formación en hindi, cuando es una de las lenguas, digamos, más demandadas en los servicios médicos, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta o cómo se ha visto eso desde, por lo menos desde la investigación, sino desde el activismo también? Si tienes algo que comentar. Alors, dans le domaine de la recherche, j'ai pas vu grand-chose. Faudrait creuser parce que c'est pas quelque chose que j'ai cherché de façon explicite. Je pense que du point de vue militant, c'est clair que c'est un point central chez Babel. Et d'ailleurs, ça a été l'une des raisons pour lesquelles Babel s'est retiré. J'ai de la buée sur mes lunettes à cause du masque, donc vu que mes yeux sont moins dangereux que ma bouche, je garde le masque, j'enlève les lunettes. Dans le cadre de Babel, ça a été vraiment un point clé de l'identité collective. C'est-à-dire que si c'est pour vous fournir de l'espagnol, de l'anglais, du français, vous savez quoi, vous allez voir la profession parce qu'en fait, vous en avez des interprètes. Alors, ils vont peut-être pas vouloir tous faire du bénévolat, surtout si vous les laissez dormir dans des sacs de couchage et que vous leur donnez un planning arraché sur un bout de nappe en papier. Mais il y a des gens, en fait, il y a suffisamment de gens formés en français, en anglais, en espagnol pour parvenir quand même à couvrir la plupart des besoins. L'argument clé de Babel, et c'est un aspect clé de son identité collective, c'est qu'on est là pour changer la donne. Donc on doit pouvoir avoir de l'interprétation, quand on est sur un forum social européen, de l'interprétation en roumain, en bulgare, en tchèque, etc., etc. Et quand on est sur un forum social mondial à Bombay, on doit avoir les langues de l'Inde. Et il y en a énormément. Donc il y a toute cette problématique. Et des fois, certains militants, ça dépend des militants. Il va y avoir des militants vraiment qui travaillent à la base, qui travaillent dans leur communauté, qui vont estimer que l'interprétation est fondamentale pour eux et qui ne veulent pas passer par l'anglais. Et il y a ceux qui ont plus d'expérience institutionnelle, des ONG, qui, eux, disent « Attendez, l'anglais, c'est la lingua franca de l'Inde depuis toujours. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de compliquer les choses, on ne va pas s'en sortir, parce que forcément, ça complique tout. Hein, dès qu'on a 10 langues dans la salle, c'est l'enfer. » Et c'est ce genre de chaos, en fait, qui est aussi créateur d'alternatives. Hein, c'est qu'il faut aussi avoir un peu de sang-froid, un peu de patience, et accepter que, OK, on n'est pas dans le paradigme de la perfection, ni de l'efficacité, ni de l'expertise, on est sur de l'expérimentation, en fait. Et là, on se retrouve confronté au fait qu'effectivement, si tu fais le choix de mettre du thaïlandais dans la réunion, tu sais qu'il est très peu probable que tu aies un interprète professionnel. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que cette interprétation se passe bien? Et je pense que c'est sur ces choses-là que Babel a voulu travailler. Bon, après, Babel est loin d'être parfait. Hein. Quand on est à l'intérieur, il y a beaucoup de conflits, c'est compliqué. On ne se met pas toujours d'accord. On a aussi au sein de Babel des visions différentes, des professionnels qui, eux, veulent mettre l'accent sur la qualité plutôt que la quantité et que du coup, ils estiment que cette diversité linguistique, elle est bien sympa sur le papier, mais qu'au bout du compte, si la personne, elle comprend rien à ce qu'on lui raconte, parce que interpréter vers le thaï, quand tu n'as jamais fait d'interprétation, ça peut être très compliqué. Et d'autres qui se disent non, on favorise... Donc c'est compliqué. C'est compliqué et il y a aussi du coup ces divisions internes sur comment organiser l'interprétation, elles compliquent aussi le rapport au forum social. Parce que le forum social a aussi en son sein des groupes qui vont être d'un côté ou de l'autre du débat. Hein, bon, alors c'est pas toujours binaire, mais bon, pour simplifier, hein, on peut envisager une sorte de dialectique hein, dans ces deux approches du changement social. L'efficacité, la logistique, faire bien les choses, la qualité, qu'on se comprenne bien, la perfection. Hein, et d'un autre côté, l'expérimentation,
on va oser faire des choses qui ne se font pas, former des interprètes dans des langues où il n'y a jamais une interprétation. Et du coup, Babel, plusieurs fois, en fait, s'est retiré du processus organisationnel du forum, et je pense que le réseau est assez inactif depuis quelque temps, en tout cas dans le Forum social mondial et européen, enfin dans les forums sociaux, parce qu'ils ont toujours eu du mal à faire passer ce message où non, on n'est pas des fournisseurs de services gratuits pour les langues dominantes, on veut travailler avec vous en amont, décidément cette expression, Raoul, tu l'auras entendu aujourd'hui, on veut vraiment travailler en amont pour pouvoir avoir un impact sur l'organisation de l'interprétation. Si vous nous appelez au dernier moment, il nous faut ça, ça et ça, c'est pas notre rôle, c'est pas comme ça qu'on travaille. Nous, on veut être avec vous, on veut organiser avec vous, faire des choix, comme on voyait la chorégraphie de qui parle, dans quelle langue, quelles vont être les langues utilisées, quels sont les systèmes techniques qu'on va utiliser, est-ce qu'on passe par des systèmes brevetés qui coûtent très cher, et du coup, nous, on fait du bénévolat pendant que les techniciens, eux, ils sont payés, ou est-ce qu'au contraire, on va travailler avec des réseaux alternatifs de techniciens qui veulent travailler. Il existe Coati, par exemple, il y a eu Nomade, il y a eu le groupe en Grèce, je ne me souviens plus comment... c'est Coati qui a commencé en Grèce. Bref, il y a eu plusieurs réseaux comme ça qui ont travaillé avec Babel. Et au-delà de Babel et de l'interprétation, il y a aussi énormément de groupes au sein du forum, notamment les générations en fait, les plus jeunes, qui vraiment insistent pour une organisation du forum dans l'alternative et qu'on ne tombe pas dans cette macro-organisation institutionnalisée où tout doit être tellement parfait que finalement on n'incarne plus cette alternative. Et donc il y a beaucoup de tensions parce que c'est un mouvement très large avec des visions du changement. En fait, ces divisions qu'on a vues dans le milieu de l'interprétation, elles sont assez universelles finalement. Et on les retrouve un peu partout, on les retrouve dans le forum social, on les retrouve au sein de Babel. Et du coup, c'est très complexe, très hétérogène. Et ce rapport entre Babel et le forum social est loin d'être simple. Et c'est pour ça que plusieurs fois, ils se sont retirés. Et là, maintenant, Babel existe. Alors, si vous allez sur le site web, vous verrez qu'il ne se passe plus rien en public depuis la dernière fois qu'ils se sont retirés d'un forum social, je ne sais plus lequel. Mais il existe un groupe Facebook. Et alors, ce n'est pas officiellement un groupe qui s'appelle Babel, mais il y a une photo avec Babelistas en Action ou quelque chose comme ça. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est des Babéliens qui ont monté ce groupe. Et du coup, il renvoie beaucoup de demandes de mouvements sociaux, de groupes différents qui essayent d'organiser de l'interprétation bénévole. Et du coup, Babel continue de fonctionner, mais hors forum social. Et je dois dire aussi que l'usage de Facebook a complètement modifié la façon dont fonctionne le réseau. Donc ça montre bien que l'espace virtuel, c'est pas parce qu'il est virtuel, parce qu'avant le groupe fonctionnait en virtuel aussi, mais le dispositif communicationnel a un impact et façonne directement la façon de travailler. Donc avant, Babel fonctionnait par un site web avec des groupes de travail en ligne, avec des groupes de discussion, et il y avait tout un protocole de communication pour prendre des décisions et discuter. Bon, des fois, c'était un peu épuisant parce qu'il fallait discuter, et au final, il fallait bien prendre une décision. Là, avec Facebook, on n'est plus du tout là-dedans. Là, avec Facebook, on a des organisateurs qui renvoient les demandes et à toi de juger si tu estimes que c'est un bénévolat juste, pas juste, c'est éthique, c'est pas éthique, est-ce que c'est normal. Des fois, il y a même du travail rémunéré. Quand c'est parce que des milieux solidaires peuvent aussi lever des fonds pour l'interprétation, encore heureux. Donc, il y a quand même beaucoup d'interprètes qui travaillent et parfois qui sont même payés dans les milieux solidaires. Donc, du coup, voilà, on a affaire à un espace où tous les débats qu'il y avait avant interminables, là, ils n'ont plus lieu. Et finalement, on dirait, enfin, c'est mon analyse, en fait, de ce que je vois sur ce groupe, on dirait que, finalement, c'est à l'individu de faire ses choix. Donc, c'est l'agentivité totale. Et c'est vrai qu'en tant que profession, on peut se sentir un petit peu inquiet de se dire c'est bien de laisser le libre arbitre à chaque individu dans sa complexité, parce que du coup, il y a une diversité culturelle, générationnelle et d'éducation et politique. Mais il y a aussi cette inquiétude de mais où est le travail de groupe, en fait ? Où est la réflexion ? Parce qu'on n'est pas obligé d'être tous d'accord. Mais finalement, cette réflexion, elle est très importante si on veut amener plus de justice sociale.
j'étais un peu longue. No, está bien, está bien. Yo creo que, que igual sigue sin... ¿Hay alguna pregunta más? Hola, gracias. Un placer verte de nuevo, hace ya tiempo. Realmente, bueno, hablar de la ética social y relacionado con el ámbito de la interpretación, yo me he puesto un poco en la piel de la combinación lingüística que nos interesa en este caso, el árabe, español, francés. Me gustaría que nos alumbraras un poco con tu experiencia, sobre todo en relación con la injusticia social, con el campo de los que muchas veces el intérprete se encuentra en una situación que ve que hay una falta de información, ¿no? en los acusados en situ, ¿no? y ve que hay una falta de información. Y ¿qué debe hacer? O sea, ¿cómo puede resolver un conflicto de interés? Sobre todo a la hora de pedir documentación previa a los refugiados y ver que realmente hay una injusticia. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Gracias. Oui, merci pour cette question. L'interprétation pour les réfugiés, c'est un contexte évidemment où il y a une injustice sociale quasi insupportable en fait pour l'interprète. Et c'est très difficile pour les interprètes de travailler dans ces contextes, de la même façon que c'est très difficile de ramener des migrants à la frontière. Et j'ai des collègues qui ont arrêté de le faire en fait, parce que de toute façon tu n'as pas d'agentivité. Ce ne sont pas des domaines où on te laisse avoir une agentivité. En tout cas, pas si elle est évidente et transparente. Il y a peut-être des petites choses que tu peux faire. Mais moi, je n'ai pas d'expérience en fait dans ce milieu-là, donc je ne saurais pas trop, dire et je n'ai pas analysé en fait ces milieux-là. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire en fait, c'est en tant qu'interprète, c'est soutenir les réseaux qui essayent de dénoncer ce qui se passe et qui essayent de défendre les réfugiés. Je pense que c'est vraiment l'espace où on peut peut-être faire quelque chose. Après, en tant qu'interprète, je laisserai ceux qui vraiment travaillent dans ce domaine-là dire, parce que je ne suis pas assez compétente en fait. Mais c'est une question très intéressante. Pues sí, interesante y apremiante, y yo creo que por lo menos, digamos, como deberes, ¿no? Yo creo que la debemos abordar, tiene que ser uno de los temas que por desgracia pues vamos a tener que abordar, pero encantados de por lo menos coger el testigo desde el máster, que no sea solo de conferencias, sino que un máster más humano y que tienda hacia la justicia social tiene que abordar estos temas. Pues en esta línea o con estos pensamientos, ¿no? Creo que lo vamos a dejar, sobre todo porque también nos echan, ¿vale? Muchas gracias por las preguntas, gracias por estar ahí, gracias por venir a compartir este rato con Julie, gracias por venir desde Qatar. Esperamos que esta semana pues condensada de Granada pues te lleven muchas cosas y bienvenida cuando quieras otra vez. Et merci aux interprètes. Por supuesto, eso es verdad. Muchísimas gracias, porque no ha sido fácil. Ya podéis respirar. Gracias. Os recuerdo que pongáis el auricular en la bolsa, ¿vale? Y no lo mezcléis con los que hay allí, ¿vale? Dejarlos aquí en una de las sillas. O como sea. Sí, en la ventana de al lado, por ejemplo, ¿vale?